Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Mali coupe officiellement les ponts avec la France. Après des mois de tensions diplomatiques, la junte militaire malienne au pouvoir a décidé de rompre à l'unilatéral ses accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Dynamisation du secteur des hydrocarbures au Gabon. Un investissement dans le forage de 6 nouveaux puits va permettre au pays d'ajouter 15 000 barils de pétrole à sa production journalière. Et le train express régional TER lancé en décembre 2021 au Sénégal passe le cap des 100 jours. L'exploitation commerciale de la ligne Dakar-Diamniadio a généré près de 3 milliards de francs CFA depuis son démarrage. Et tout d'abord, la procédure concernant l'extradition de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré de la France vers le Burkina Faso se poursuit. Stoppé en août 2021 par la Cour européenne des droits de l'homme et ralenti après le coup d'État militaire du 23 janvier 2022 au Burkina Faso, cette procédure a été relancée. Les nouveaux dirigeants burkinabés disent avoir transmis les garanties pour faciliter l'extradition de François Compaoré, soupçonné d'être impliqué dans la mort du journaliste Norbert Zongo en 1998. La France avait jusqu'à ce mardi 3 mai pour réitérer les garanties exigées pour permettre cette extradition. Les relations diplomatiques entre le Mali et la France se désagrègent mois après la fermeture de l'ambassade de France au Mali en janvier dernier. La suspension de grands médias français sur son territoire au mois de mars. Ce sont désormais les accords de défense qui sont remis en cause. Le Mali a décidé le 2 mai de rompre à l'unilatéral les accords militaires avec la France en vigueur depuis 2013, alors que le retrait de l'opération Barkhane a débuté depuis plusieurs mois. Un sujet de Roberto Bogbe. Nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. La junte au pouvoir a dénoncé lundi 2 mai, dans la soirée, les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, fustigeant les atteintes flagrantes de la part des forces françaises présentes dans le pays à la souveraineté nationale et à de multiples violations de l'espace aérien malien. Le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français. B. Les multiples violations de l'espace aérien malien. C. La manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense. Attitude unilatérale, atteinte flagrante à la souveraineté nationale du Mali. Le mardi 26 avril 2022, le porte-parole du gouvernement publiait déjà un communiqué de presse accusant l'armée française d'espionnage et de subversion. Depuis le début de l'année, le gouvernement de transition a constaté plus de 50 cas de violation jugés délibérés de l'espace aérien du Mali, notamment par ses forces armées françaises. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane. L'annonce des autorités maliennes vient définitivement mettre fin à des relations entre deux anciens alliés. Face aux terroristes qui minent le Niger et le Burkina Faso voisins et menacent de s'étendre encore plus au sud jusqu'au golfe de Guinée, le Mali devra restructurer sa coopération militaire. Selon les analystes, la Russie jouera un rôle clé dans ce nouveau chapitre.
Traiter les maux à la racine, c'est ce que préconise le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour éradiquer la gangrène du terrorisme en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest où il a débuté une tournée sous-régionale depuis le 1er mai avec en première escale le Sénégal. Le diplomate est revenu longuement sur la crise sahélienne et les moyens de s'en sortir, un sujet de Philomène Tine. Après avoir déclaré en octobre 2019 devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que le terrorisme en Afrique est une menace pour le reste du monde, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, attend maintenant une réponse africaine face à ce fléau. Le chef de l'ONU s'engage ainsi à plaider pour des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robustes. Je continuerai de plaider, comme je l'ai fait depuis le début de mes fonctions, pour des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robuste, mise en œuvre par l'Union africaine et appuyée par l'ONU, mandatée par le Conseil de sécurité et jouissant d'un financement prévisible garanti par les contributions obligatoires. Selon le chef de l'ONU, la lutte contre le terrorisme ne peut pas se limiter à une approche sécuritaire. Le développement durable et inclusif semble être le moyen le plus efficace pour traiter les causes profondes des conflits, de l'extrémisme et du terrorisme. La situation sécuritaire au Sahel oblige à ne pas avoir un angle uniquement régalien, mais il doit également être associé à une politique d'État-providence. Et je pense que le discours d'Antonio Guterres visait notamment aux États de s'approprier le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des territoires qui soient délaissés. Et par ailleurs aussi d'avoir une vigilance, puisqu'on sait qu'il y a 3 États qui ont subi des coups d'État auxquels les institutions internationales sont très attentifs et vigilants sur la situation de ces pays. En Afrique, la région sahélienne est minée par les violences djihadistes. Se montrant sensible à cette situation, Antonio Guterres exhorte la communauté internationale à apporter tout son soutien aux pays touchés afin de s'attaquer aux causes profondes du fléau. Le Gabon tente de dynamiser ou plutôt de redynamiser sa production pétrolière en repli depuis plusieurs années. Un investissement pour le forage de 6 nouveaux puits a été consenti par la compagnie pétrolière Panoro Énergie. Ces nouvelles exploitations devraient permettre au Gabon d'ajouter 15 000 barils de pétrole à sa production journalière. Les précisions de Amenedj. En vue d'accroître la production pétrolière, la société Panoro Énergie investit dans le forage de 6 nouveaux puits au Gabon. Selon le ministère chargé des hydrocarbures, les chantiers prendront fin en décembre 2022 et la mise en production permettra au pays d'ajouter 15 000 barils à sa production journalière de 220 000 barils. La production pétrolière du Gabon est en déclin depuis quelques années et ce qui ne permet pas au pétrole de couvrir le gap du budget autant que c'était possible il y a une dizaine d'années. Et cette augmentation va au moins créer l'émulation dans le secteur pétrolier, mais c'est loin de combler les attentes de différence de gap. Au-delà des investissements consentis par Panoro dans des réserves additionnelles qui viendront booster la production pétrolière, la société prévoit d'accompagner le Gabon dans d'autres secteurs d'activité en diversifiant les partenariats d'affaires en vue de relancer l'économie. Pour sécuriser de façon durable son modèle économique, sur des bases compétitives, non seulement sur le plan régional, mais sur le plan international, le Gabon doit arrêter de budgétiser exclusivement les recettes pétrolières dans la majorité du financement de son budget. D'où la nécessité de diversifier son économie en profitant du secteur agricole pour un pays qui a un grand potentiel de terres arables, en profitant de la diversification des exportations. C'est au prix de cela que le Gabon peut réduire de façon chronologique sa dépendance au pétrole. Toujours premier contributeur au budget national, le secteur pétrolier reste fortement déstabilisé par la chute brutale des cours de 2014, l'économie gabonaise faisant face à un défi majeur consistant à changer son modèle traditionnel fortement ancré autour de l'or noir. Ils sont plus de 5 millions de passagers à l'avoir emprunté depuis sa mise en service en décembre dernier. Le train express régional trace son chemin au Sénégal. L'exploitation commerciale de la ligne Dakar-Diamniadio a généré près de 3 milliards de francs CFA en 100 jours. Une performance encourageante que nous explique Séverin Douqueux.
3 milliards de francs, c'est le montant généré par le train express régional, le TER, qui relie la gare de Dakar à Diamniadio, sur 36 km au Sénégal, après un peu plus de 3 mois d'exploitation. Des chiffres rendus publics par Mansour Faye, ministre en charge des infrastructures et du transport terrestre, ce 28 avril au cours d'une conférence de presse. Ce sont plus de 5 millions de passagers qui ont été transportés par le train sur cette période qui prend en compte 3 semaines de gratuité, soit du 27 décembre 2021 au 17 janvier 2022 et donc une moyenne de 50 000 passagers par jour. Le TER a eu 100 jours d'exploitation commerciale le 27 avril 2022. Si on met de côté les 3 semaines de gratuité, c'est-à-dire le jour de l'inauguration du TER, le 27 décembre jusqu'au 17 janvier, nous pouvons dire que 5 millions de passagers ont été transportés. En moyenne, c'est 50 000 passagers transportés par jour. En termes de recettes, 3 milliards de francs CFA ont été générés par le TER. Selon le ministre, ces chiffres qui sont révélateurs de la satisfaction des usagers du TER devraient augmenter au fur et à mesure en raison de la forte affluence des usagers dans la capitale sénégalaise. Est-ce que les chiffres vont aller de l'avant? Bien sûr. Le plan d'exploitation prévisionnel avait prévu quand même au début un transport de 30 000 passagers. Durant les 3 premiers mois, nous sommes actuellement à 50 000 passagers qui nous font actuellement 50 millions de recettes journalières. Et vous savez que l'objectif d'un trait urbain, c'est pas de faire des recettes. L'objectif, c'est d'améliorer quand même la mobilité urbaine au niveau de Dakar, parce que nous perdons 100 milliards sur les externalités négatives, quand même de la conjonction au niveau de Dakar. Financé par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la France, pour un investissement total de 780 milliards de francs CFA, le TER facilite le déplacement à Dakar, où les embouteillages coûtent chaque année environ 150 millions d'euros, soit 99,7 milliards de francs à l'économie sénégalaise. Le Niger a fait le bilan de l'état d'avancée de la création d'emplois à l'occasion de la fête du travail, journée internationale célébrée le 1er mai. Selon les autorités, plus de 87 000 emplois ont été créés en 2021, des chiffres encourageants pour le gouvernement qui a fait de la création d'emplois l'une de ses priorités pour favoriser la croissance. Mais de nombreux défis restent à relever. Plus de détails avec Amenedj. Selon le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale au Niger, environ 87 114 emplois ont été créés en 2021 et 15 943 jeunes autonomisés et répartis dans les secteurs publics et privés. Le message a été livré samedi 30 avril 2022 à l'occasion de la célébration de la fête du travail le 1er mai. Depuis quelques années, le gouvernement a fait de la question de l'emploi en général et de l'insertion sur le marché du travail des jeunes, qui constituent près de 60% de la population, l'une de ses préoccupations majeures. La relative embellie qu'a connue récemment le pays sur ce front reste sans doute une bonne nouvelle et devrait conforter le gouvernement dans la poursuite de sa politique de promotion des emplois et de l'autonomisation de la population et particulièrement les jeunes. Même si l'année 2021 a été marquée par d'importantes mutations liées notamment à la crise sanitaire, le gouvernement dit faire assez d'efforts en termes de perspectives, marquées entre autres par l'adoption prochaine de la nouvelle politique nationale de l'emploi. L'objectif est de créer les conditions appropriées en vue de promouvoir le plein emploi productif et réduire les inégalités. Cependant, au-delà de veiller à ce que ces créations d'emplois soient durables et décentes, les autorités doivent investir davantage dans le numérique et l'agriculture, qui sont deux secteurs clés, suscitant au passage beaucoup d'engouement chez les jeunes, mais aussi pouvant dynamiser davantage l'économie du pays et par ricochet favoriser les plans d'emploi et réduire significativement la pauvreté. En matière de protection sociale, le ministère chargé de l'emploi a annoncé des avancées relatives au taux de couverture sociale, situé actuellement à 28,75%, ainsi qu'à la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État qui sera bientôt fonctionnelle. Dans le reste de l'actualité, la Fédération marocaine de football a tenu à mettre fin au bruit de couloir en publiant ce mardi 3 mai un communiqué pour démentir des rumeurs de limogeage de son sélectionneur Vahid Halilovic en poste depuis août 2019, à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Des rumeurs alimentées par des désaccords entre le technicien bosnien et plusieurs joueurs des Lions de l'Atlas. En congé à l'étranger, son retour au Maroc est prévu au cours de la semaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.